Jeudi 14 avril 2022, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre. L'actualité tourne autour de la cherté de la vie. La vie semble être chère. Pour certaines personnes, elles estiment que tout simplement, le pouvoir ne maîtrise absolument rien. Les prix ont terriblement augmenté, triplé même, et que la vie devient insupportable. Et la raison fondamentale pour plusieurs personnes, la question de carburant, la question de denrées alimentaires, trouverait la réponse à la question de la Russie. Échappatoire ou tout simplement évidence. On en parlera au cours de cette émission, mais aussi l'union sacrée qui boude le dialogue proposé par la Cinco et l'ECC. On va en parler au cours de cette émission. L'état de siège qui est devenu un mouton noir. Est-ce que l'état de siège a échoué? On en parle sur ce plateau avec Charles Quincancou, qui est journaliste, mais il ne représente pas son média ici à Main Télévision. Il est journaliste, analyste politique. Avec lui, on parlera de toute l'actualité. Il n'est pas seul. Il rencontre Maître Eddy, qui est revenu. Vous le saurez pourquoi est-il revenu encore aujourd'hui. Et Miché Mangala, qui est un membre de la Mouka. C'est pas cadre ou membre de la Mouka? Cadre de la Mouka. Très bien. Alors, ça permet à ce que nous puissions bien commencer notre émission. Je commencerai avec le cadre de la Mouka. Michel Mangala, comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va. Nous sommes là pour échanger avec les amis, surtout des grandes questions qui gangrènent la République. Moi, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a jamais eu le temps de faire un plateau ensemble. Exactement. Mais j'apprécie de loin vos argumentaires. Et moi aussi également. C'est un plaisir. Également. Vraiment, pour moi, je peux dire que vous m'avez honoré. Merci beaucoup. Pour discuter, parler, réfléchir avec les amis, parce qu'il faut savoir que la République est avant toute chose le bien de tout le monde, de l'intérêt général. Très bien. Alors, on va commencer avec vous directement, mais ça sera un biscuit. Martin Fayulu, embêté, inquiété, empêché d'exercer librement son droit constitutionnel à Mbandaka. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement voulu, entretenu, ou c'est tout simplement de votre côté aussi un peu de chantage politique? Non, exactement. Non, ce n'est pas de chantage politique, c'est la réalité. Avec le gouverneur Bobo. Parce que selon les informations que nous avons eues, il y a eu des instructions qui sont venues d'ici à Kinshasa pour demander au gouverneur Bobo de ne pas permettre que Martin Fayulu puisse faire ses activités librement. C'est pourquoi la première des choses, Bobo a commencé d'abord à demander à nos jeunes des motos de Wewa, empêcher les Wewa de circuler, empêcher qu'on puisse vendre du carburant, et en plus, pour que le président légitimement élu Martin Fayulu arrive vers Bikoro, il fallait qu'il puisse couper la route. Seul moyen était de détruire le pont qui liait les débords. Donc, ce sont des choses à condamner. Et ce n'est pas de cette manière que nous pouvons développer notre pays. Très bien. Ça montre qu'il y a la haine, il y a cette dimension de jalousie, parce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu, c'est le plus aimé des hommes politiques, et partout où nous avons passé, il y a un seul discours de voter qui est en 2018 et en 2023 pour voter en cours. Très bien. Donc, Martin Fayulu, c'est l'espoir de tout un peuple. Alors, je reviens à vous, Charles Quin. Il faut rappeler que Martin Fayulu avait déjà été interdit de faire son discours, son meeting, je crois, dans une ville. C'était à Bumba, à Bumba par le maire de la ville, mais finalement qu'on avait cassé, la décision avait été cassée par le gouverneur, tout simplement parce qu'il fallait laisser Martin Fayulu. C'était Alissala, pas Bumba. C'est Alissala, donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de reculer finalement? Est-ce que les mêmes vieux démons ne reviennent-ils pas aujourd'hui? Bon, merci beaucoup pour la question, Christian. Je pense que aujourd'hui, en tant que patriote attaché au respect des droits fondamentaux et aux libertés des citoyens, je ne peux pas accepter qu'un compatriote comme Martin Fayulu, qui se déploie sur terrain pour jouir
de ses libertés politiques, qu'il soit empêché par un gouverneur de tenir ne fût-ce qu'un meeting. Et je pense qu'il y a beaucoup de zèle, excès de zèle dans les chefs de certains gouverneurs. Et ce n'est pas à encourager. Est-ce que ce n'est pas l'impulsion? Ce n'est pas sous l'impulsion. Ce n'est pas sous l'impulsion de Kinshasa. Non, mais quel Kinshasa? Kinshasa a quel intérêt à voir Martin Fayulu ne pas tenir son meeting? Pour quel intérêt? Est-ce que le fait que Martin Fayulu puisse tenir un meeting, c'est pas moi, à Bikoro, en Bandaka, ça peut changer quoi? Ça peut apporter quoi? Peut-être un peu de popularité, beaucoup plus. Peut-être qu'il va dire des choses qui vont choquer. Mais Christian Bossembe, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous plaisantez ou comment? Il est de notoriété publique que les grands Équateurs est le bastion de quelqu'un. De qui? Mais de Jean-Pierre Bemba. Ah ben là, c'est toujours mais bien sûr que c'est toujours pas ça. Vous avez parlé, s'il vous plaît. Nous sommes congolais. Oui, vous êtes congolais, bien sûr. Nous sommes congolais. Aujourd'hui, c'est toujours à pas l'Équateur, oui. il n'y a aucun acteur politique qui peut, en termes de popularité, atteindre Jean-Pierre Bemba à la cheville. Mais les choses changent aujourd'hui, il y a 5 provinces. Donc, il y a 4 ou 5. Je crois qu'il y a 4. Je parle bien du Grand Équateur. Oui. Le parti le mieux implanté à l'Équateur, je parle bien du Grand Équateur, c'est le MLC. Ah, je suis d'accord avec vous. Et le parti qui a beaucoup de militants dans le Grand Équateur, c'est le MLC. Bon, là, ça par contre, je ne vois pas. discuter. Si Martin Fayulu était soutenu par les Équatoriens en 2018, c'est parce qu'il était porté par Jean-Pierre Bemba. Alors, on va pas refaire le débat plus de popularité. Parce qu'il ne faut pas quand même... Merci beaucoup, Charles Ker. Madame Oudia, vous êtes venu en retard. Je le note. Alors, la question est celle de savoir... Martin Fayulu empêché à Mbandaka, Martin Fayulu crie à la violation de la Constitution, puisque ce droit était tout simplement bafoué, un pont aurait été coupé ou retiré tout simplement pour l'empêcher d'atteindre Bikoro alors qu'il était attendu aussi à Bikoro. Sommes-nous en train de reculer? Sommes-nous en train de revivre les anciennes habitudes du temps passé où le pouvoir a finalement, drogué les gens, enivré? Bon, à mon avis, il faut simplement dire, moi je pense que l'actuel leadership politique n'a pas apporté grand-chose dans ce domaine-là. Parce que ce sont des choses qu'on a reprochées à la gouvernance du président Kabila. Et lorsque vous les entendez aujourd'hui faire le bilan de leur passage au sommet de l'État, parmi les choses qu'ils reconnaissent, c'est notamment l'impunité face à certains dirigeants de leur époque. Et avec le nouveau leadership politique, c'est parmi des choses qui devraient changer. Alors si elles n'ont pas changé, c'est à juste titre que les peuples peuvent s'interroger s'il y a eu changement ou pas. C'est dans une province et le gouverneur est du PPRD. Le gouverneur de province actuel est du PPRD. Est-ce que... Je ne sais pas s'il existe encore. Je ne sais pas de quel PPRD. Le PPRD. Non. On ne peut plus parler du PPRD de cette manière-là parce que vous savez qu'avec l'avènement de l'Union sacrée, il y en a qui sont PPRD opposition et d'autres PPRD non, oui, le PPRD centre. PPRD, on va dire PPRD, parce que c'est lui le chef du PPRD. Vous n'avez jamais été à l'Équateur, je vous l'ai dit, pour être là, parce que je suis de là et je connais comment ça se passe là-bas. Ça ne veut rien dire. La direction du PPRD a fait des communications pour dire qu'il n'était plus au sein de l'institution et qu'il avait assumé son statut d'opposant. Alors, de quoi vous parlez, madame? Qui n'est pas du statut, alors qu'il est gouverneur de province? Comment ça n'est pas dans les institutions? Je suis en train de différencier le parti politique des individus. Et le parti politique PPRD est dans l'opposition. C'est vous qui avez mentionné le PPRD. Et je ne fais que vous répondre. Oui. Revenons à la question du départ, pour ne pas que l'on s'embrouille. Oui. Je vous dis que l'État existe. Je peux le comparer à un véhicule ou à une entreprise. Donc, les dirigeants sont comme un nouveau leadership qui arrive. C'est comme un nouveau chauffeur qui arrive. C'est comme un nouveau directeur d'entreprise qui arrive. Donc, il doit maintenant commencer à faire fonctionner cette entreprise selon sa vision. Et quand on voit les mots qui ont été reprochés aux dirigeants hier se répéter à ce jour,
C'est-à-dire que les nouveaux leaderships politiques n'ont pas fourni d'efforts dans ces secteurs-là. On ne peut plus seulement indexer les individus. Ces individus ont une hiérarchie. Il y a eu des dénonciations. Le parti SID a fait des dénonciations publiquement. La société civile acquise à cette cause-là a également fait des dénonciations. Quand dans ces conditions, les personnes indexées n'ont pas été interpellées, n'ont pas été sanctionnées, il y a de raisons de dire que c'est la responsabilité de l'autorité qui est engagée. Est-ce qu'on sanctionne les gens par rapport à la rue ou on sanctionne les gens parce que la justice a été régulièrement saisie? Il n'est pas question de justice là, il est encore question de l'administration, il est question d'une autorité politique et des partis politiques qui se sont sentis victimes. On utilisait la rue au lieu d'utiliser les instruments de l'État. Non, comment vous parlez de la rue? Vous dites ça, non, je n'ai pas parlé de la rue. Les a fait une communication sur les médias, mais comment nous l'avons appris? Le pouvoir se tient maintenant dans les médias. Mais c'est un moyen de communication. C'est ça le problème. Vous pensez qu'on doit communiquer tout simplement à travers des correspondances. La politique, elle ne se fait pas seulement de cette manière-là. Merci beaucoup, Madame Arlette. Alors, Monsieur Maître Eddy Kantabilinga, sommes-nous devant une violation de droits fondamentaux et même des libertés fondamentales? Martin Fayulu interdit de se déplacer, enfin pas interdit de se déplacer, mais empêché de faire son meeting, d'abord au stade Bakoussou, on a fermé les stades, il n'a pas eu accès au stade, il est allé faire son meeting à Mbandaka 2, devant la statuette ou je crois, le monument de martyr. Il a fait ça à l'espace comme ça, ouvert, et puis il ne peut pas aller à Bikoro parce qu'on a déplacé un pont. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je passe par ce pont-là, tantôt ça se coupe, tantôt ça se revient, ainsi de suite. Mais pour Martin Fayulu, c'est une mauvaise coïncidence, eh bien, on a eu finalement à couper. Est-ce que nous sommes en train de reculer? Merci beaucoup, M. Christian. Vous savez, lorsque, dans une évidence incontestable, l'homme politique tient un meeting dans un grand centre, il n'est pas empêché. Mais pour se rendre dans un petit centre, on prétend qu'on l'a empêché et que les ponts étaient coupés. Ce raisonnement est biaisé. Comment ça biaisé? Bikoro, c'est 129 km de la ville de Mbandaka et il y a 7 ponts, si je ne me trompe pas. Il peut y avoir 7 ou 8 ponts comme ça. Il suffit d'enlever un seul pont, la voie est impraticable. J'ai entendu ici dire qu'il est populaire. Le plus grand poids démographique se trouve à Bikoro ou à Mbandaka? Mbandaka, bien évidemment. Naturellement. Alors, si on vous laisse arriver à Mbandaka, parler au peuple, peut-on avoir une bonne raison de vous empêcher d'aller dans un petit centre? Mais en Mbandaka, on l'a empêché de faire son meeting au stade. C'est là où il voulait le faire. On l'a empêché de le faire au stade, il est allé le faire à Mbandaka 2. Non, M. Christian, avant de faire un meeting sur un lieu quelconque, il faut en avoir l'autorisation. Est-ce qu'on vous a brandi qu'il avait été autorisé? Ça, je sais pas. Ou seulement on veut s'imposer pour faire un chantage politique. Il y a un membre de la Mouka qui est là. Non, il va dire s'ils ont eu l'autorisation. Mais c'est Christian. Jusqu'à un moment où je te parle, Martin Fayulu n'avait jamais été autorisé à accéder au stade pour son meeting. Il s'est déplacé de Kinshasa et il savait où il partait pour son meeting. Ce qu'il a fait, il a tenu un meeting en Mbandaka. Alors, vous n'allez pas tambouriner parce que ça va faire de bruit. Aujourd'hui, très bien. Aujourd'hui, soutenir que c'est l'échec d'un leadership politique actuel, c'est une aberration. Mais attendez, des secondes. Quelle aberration? Que fait l'autorité politique actuelle s'il a le pouvoir d'empêcher Fayulu de voyager? Puisqu'aujourd'hui, les pouvoirs sont entre les mains de Tshisekedi. Si tu ne voyages pas, tu ne peux pas voyager. Si on te laisse voyager, il faut détruire les conséquences. Hier, qui pouvait voyager? Homme politique, on a vu des hommes politiques monter dans l'avion, on te débarque. Très bien. Alors, il y a eu évolution, M. Christian, il y a eu évolution. Nous ne sommes pas sous l'ancien régime. Nous connaissons les mots de ce régime-là. Aujourd'hui, il y a eu une avancée significative. Il faut aller sur cela pour prétendre à un grand changement. Très bien. Alors, Michel, on va terminer parce qu'on ne sait pas les débats principaux. On termine. Est-ce que vous avez été autorisé à faire votre meeting au stade Bakoussou, situé sur l'avenue de Révolution? Mon cher journaliste Boussembe, la Mouka, c'est un regroupement des hommes intègres
d'une, et nous sommes là pour respecter les lois de la République. Nous ne pouvons pas faire quelque chose en marchant sur notre constitution ou sur des lois de la République. Mais est-ce que vous avez été autorisé? Nous avons tout le démarche de voyage que nous sommes en train de faire, mon frère, l'autorité est saisie. On informe, on demande l'autorisation. Mais sauf que l'ami à côté, Maître Eddy, je peux que vous dire, Maître Eddy, il faut mettre votre intelligence au service du bien. D'abord, on va pas aller dans des attaques personnelles. Non, pas des attaques personnelles. Allons-y, au service du bien. Vous savez, allons-y, je parle de allons-y. J'étais toujours court. Je voudrais lui conseiller. Je voudrais lui conseiller parce que la République, aujourd'hui, a besoin des gens qui cherchent à développer ce pays. Alors, pour développer ce pays, il faut avoir des notions d'intégrité. Revenons sur la question de l'autorisation. C'est pourquoi je voudrais... Oui, on avait écrit auprès de l'autorité compétente. Oui. Il y avait aussi des réponses à cette question. C'était laquelle? Mais il fallait que nous puissions tenir notre activité au niveau du stade. Du stade Bakoussou. Très bien. Alors, mais ce qui est à regretter, c'est quoi? Parce que, d'abord, commençons de notre voyage à partir d'ici à Kinshasa. Le président devait arriver à 11 h. Mais il y a eu des complications à partir d'ici. Le président est arrivé à Mbandaka à 15 h. Nous avons tenu notre activité et les gens croyaient que l'activité ne doit pas rester plutôt, mais très bien. Notre peuple a démontré en face du monde ils sont derrière Fayoulou et on attend 2023 pour que Fayoulou dirige ce pays. Merci beaucoup. Nous sommes avec vous ici. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre sujet. Alors, le premier sujet, on le commence. Le premier sujet, on va le commencer tout à l'heure. Nous observons aujourd'hui sur le marché la hausse vertigineuse des prix des biens et services tels que le pain, le sucre. On parle même du carburant. Que devons-nous faire pour pointer finalement contre cette situation? Le 30 mars dernier, le ministre de l'économie s'est fait brûler suite à la température du marché par une motion de défiance. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a congédié son premier Patrick Kachi, ministre, de démissionner afin de mettre en place un gouvernement avec pour mission principale de lutter contre la flambée des prix, c'est-à-dire la contraction entre la production et l'inflation. Pourquoi ici chez nous, on ne fait pas tomber le ministre? C'est la question que se pose notre rédaction. Alors, la question, c'est simplement de savoir, je pense avec vous, la question est de savoir, est-ce que vous pensez comme tout le monde que les choses vont mal, que le marché brûle, que la tension du marché explose tout simplement? Est-ce que vous avez... quel est votre point de vue sur la question? Merci beaucoup pour la question. Très cher Charles Quint. Vous allez me permettre quand même de placer un petit mot en même pas seconde. Oui, sans revenir au débat, s'il vous plaît. On revient sur la question. C'est extrêmement important parce que par moment, on ne peut pas laisser sur un plateau aussi prestigieux. Merci. Celui-ci, Merci. des gens ont débuté facilement des choses. Lorsqu'on dit que le leadership politique actuel n'a pas apporté grand-chose, moi je suis étonné. Comment ça? Je l'ai dit ici, dans mon propos, que aujourd'hui, nous ne devons pas voir ces types de comportements dans le chef de certains gouverneurs empêcher un acteur politique de tenir un meeting. C'est inacceptable. Mais nous savons aussi comment certains acteurs politiques excellent dans ce pays dans la victimisation. Et surtout lorsque cela vient de Martin Fayoulou. Je peux prendre avec des pincettes. Souvenez-vous que Martin Fayoulou est champion en des montages de ce type-là. Regardez comment il s'était comporté lors de la campagne électorale en 2018 au Katanga. Martin Fayoulou avait annoncé à côté de F. Bazaïba et Adolphe Mozito et le patron Tungo Koumaza. On a vu Martin Fayoulou, la tête sur, excusez-moi, les jambes. Ce n'est pas des Madame F. Bazaïba, je dois encore revoir les images.
Tu vois, donc, est-ce qu'on va passer, s'il vous plaît? On peut passer à autre chose. Est-ce qu'il avait menti? Qui excelle dans cette On l'avait pas agressé. Victimisation. Non, alors, on l'avait pas maintenant, agressé. je ne vois pas comment Moïse Katumbi, un grand leader politique, peut aller un peu partout tenir des meetings sans être empêché. Mais c'est seulement Martin Fayoulou que l'on peut empêcher de tenir on peut dire que Moïse est dans l'Union sacrée. Donc vous faites un peu de grâce. De la République, réputée passion de Jean-Pierre Bemba. Là, moi, je ne comprends pas. Rentrons sur le sujet. Très bien. Je peux prendre avec des pincettes cette déclaration. Alors, les images sont juste derrière vous. Maintenant. Oui, le sac de foufou, comme derrière vous voyez sur les écrans, vous voyez que tout marche maintenant, tout brûle maintenant. De 700 à 1200, de 1200 à 15, à 3000. Il y en a même des cartons qui étaient hier à 37, aujourd'hui à 77. On se pose la question, qui maîtrise quoi finalement? Même le pain, soit il a été dégonflé, soit il a explosé carrément. Bon, Christian, c'est une question importante. Pour tous ceux-là qui s'intéressent un petit peu à l'économie, surtout à ce qui se passe, pas seulement ici au Congo, mais aussi à travers le monde, il y a une inflation enregistrée dans beaucoup de pays du monde, que ce soit en France, aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez suivi avant-hier comment Joe Biden avait fait son déplacement je crois, dans l'état de l'Ohio, où il est allé là-bas pour prendre contact avec les entrepreneurs et rassurer aux Américains que la surchauffe, la vente des étiquettes enregistrées aujourd'hui sur les marchés américains sera maîtrisée et Biden accuse Poutine d'être à la base de la surchauffe enregistrée sur le marché américain. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Nigeria, tous ceux-là qui s'intéressent à ce qui se passe à travers le monde savent très bien qu'aujourd'hui, il y a un problème avec la crise russo-ukrainienne. Mais dans notre pays, la question, la problématique de l'inflation a toujours été une question au centre de réflexion de beaucoup d'économistes. Parce qu'il y a des causes qui provoquent l'inflation, que ce soit ici ou ailleurs. Entre autres causes, c'est l'augmentation, par exemple, de la masse monétaire, c'est l'augmentation des prix des biens ou des matières premières d'importation. Je peux prendre l'exemple parce que je vois les photos ici des farines, le blé n'est pas cultivé en RDC. C'est une matière première d'importation. Matière première parce que le pain, c'est le produit fini. Alors, dès qu'il y a hausse de cette matière première, appelée farine de froment, qui n'est pas produite dans notre pays, automatiquement, il ne peut qu'y avoir augmentation du prix de... Mais le rôle du gouvernement, c'est aussi de s'assurer, de prévenir, de planifier. Non, mais écoutez, vous n'allez pas être surpris tout le temps. Écoutez, les gouvernements, je peux vous le dire, si vous avez suivi les communiqués du comité de politique monétaire, c'était au mois de décembre, le 30 décembre, et le communiqué était publié le 1er janvier 2022, il a été dit que l'inflation au cours de 2022 sera aux alentours, avoisinera les 5%. Et dans l'histoire économique, lorsque vous regardez l'évolution de l'inflation à travers la République démocratique du Congo, je peux prendre l'année 2010, vous allez voir que nous avons connu des pics d'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix des biens et des services. À un moment donné, en 2017, c'était 49%. Une inflation de 49%. En 2018, on était à 29%. En 2016, donc on a connu des périodes comme ça de pics d'inflation où les prix augmentaient. Cela veut dire que... Ce qui justifie... Et le problème, non, ce qui justifie... La situation actuelle. Oui, il faut que tu comprennes. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes une économie qui consomme, nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Nous produisons les cuivres, nous produisons les diamants. Le coltan et bien d'autres. Mais nous ne consommons pas ces choses-là. Très bien. Mais nous consommons ce qui est produit ailleurs. Donc, il faut que nous puissions revoir
réfléchir sur les fondamentaux. Merci Charles Quint. On donne la parole à Mme Odia. Là, oui. Il y a déjà des réflexions qui ont été entamées et des actions déjà posées, notamment à ce qui concerne la transformation des minéraux produits ici. Vous avez suivi dernièrement des colloques qu'on a eu ici à Kinshasa avec le ministre Julien Paluku et beaucoup d'autres ministères. Très bien. Charles Quint, permettez de donner la parole à quelqu'un d'autre. On va revenir à vous tout à l'heure. Oui, on reviendra. On reviendra sur le premier sujet. Madame Odia, la situation, elle est telle que vous êtes femme, certainement, je ne sais pas si vous avez encore le temps d'aller au marché, mais ça grimpe à tout le coin et les gens ne cessent de pleurer. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette situation? Merci de votre question. Je vais essayer de venir sommairement, vraiment en une minute, sur le premier sujet, vraiment en répondant à M. Charles Quint. Je comprends pourquoi on doit considérer le propos de monsieur ou du camp du président Payoulou des victimisations. C'est parce que l'opposition d'hier, elle était dans la victimisation. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Vous vous rendez quand même compte que de nos jours, c'est des débats. Et que malheureusement, c'est quelquefois la majorité union sacrée qui, elle, ne veut pas des débats. Et pour revenir aussi au canal de communication, hier, l'opposition faisait des communiqués de presse à quelques marches qui étaient faites lorsqu'il y avait des militants arrêtés. C'était des communiqués du président Tshisekedi, Étienne, du président Tshisekedi Félix, de Martin Fayulu, libération sans condition, il y a telles personnes qui sont arrêtées. Vous verrez qu'après, il y avait des libérations. Mais il s'est fait malheureusement que l'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, lorsque l'opposition d'aujourd'hui fait des dénonciations, on vous dira allez saisir la justice, on vous dira faites des écrits, comme si la presse ne pouvait plus servir pour communiquer et faire fonctionner la politique. Ça, c'est à déplorer. Maintenant, pour revenir à la question de l'économie, il faut dire que dans la gouvernance, il y a toujours des contraintes. Mais que quand un leadership politique arrive, il doit être capable de démontrer à la population qu'elle gouverne les efforts qui sont conjugués à son niveau pour que ces contraintes-là n'empêchent pas l'amélioration des conditions sociales. On va prendre par exemple le secteur du carburant. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve, n'est-ce pas, cette culture de subventionner les pétroliers, de sorte que les carburants coûtent un peu moins cher que dans le prix normal. Il vient avec sa gouvernance, il a essayé, aujourd'hui ils sont à bout de souffle. Vous voyez qu'on nous informe que de plus en plus, le carburant nous sera vendu au prix qu'il faut. Quand vous dites on, c'est qui le on vous informe? Mais la gouvernance, non, c'est les gouvernants, ils sont en train déjà de nous communiquer petit à petit. Le ministre des Finances l'a fait. Il nous a informé que le rôle que jouait l'État dans l'approvisionnement de carburant, les subventions qui étaient mises à la disposition des pétroliers, qui faisaient que le carburant était vendu à moins cher qu'il le fallait. Et qu'à ce moment, le gouvernement risque de ne plus pouvoir subventionner et que l'on achètera désormais les carburants à un autre prix. J'étais en train de dire que les contraintes sont toujours là, elles existeront jusqu'à la fin de temps. Il est de la responsabilité de l'autorité politique de faire le nécessaire pour que ces contraintes-là ne rendent pas la vie des Congolais invivable, si je peux le dire. Mais non, vous voyez que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, c'est quand même l'autorité est à l'écoute, n'est-ce pas, de la population. On va donner l'exemple du gouvernement ivoirien. C'est vrai qu'ils reviennent fraîchement d'un dialogue national, mais au-delà de ce fait, le président de la République, il est parti sur la base que les gouvernements n'arrivent plus à répondre aux besoins de la population. Il y a flambé des prix, il y a c'est pas maîtrisé tout ça et la population est en train de souffrir. Il a levé l'option d'échanger les fusils d'épaule. Le Premier ministre a déposé sa démission. Elle a été acceptée. Les Ivoiriens attendent dans quelques jours un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Nous l'avons toujours dit et depuis bien longtemps. Il a fallu que certains, que le ministre de l'économie, donc pour que d'autres s'en rendent compte,
mais je pense que quand même en retard. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, il est toujours temps en ce moment que le président de la République remercie son Premier ministre et que l'on voie un autre gouvernement, tout simplement parce qu'il a échoué dans tous les secteurs. Et vous pensez que le Premier ministre a échoué dans sa mission de matérialiser les visions du chef de l'État, de donner à manger au peuple, de donner l'électricité et de l'eau? La preuve est qu'il a fêté ses 1 an il y a 2 ou 3 jours. Incapable de présenter un bilan. S'il y avait des réalisations, il aurait tenu un point de presse pour dire voilà ce qui a été avant nous. Voilà en 1 an ce que nous avons fait. Pour ne l'avoir pas fait, ça confirme ce que pensent tous les Congolais, c'est qu'il est aux abois et à court d'inspiration. Merci beaucoup, Madame Odia. Alors, Michel, est-ce que vous pensez, comme Madame Odia, comme les autres qui estiment que le gouvernement, le câble a sauté, le fusible a finalement pété, et qu'il faut le remercier le Premier ministre et changer un autre gouvernement pour aller aux élections avec? Parce que là, la population souffre, semble-t-il. Et je dirais ceci, qu'il ne faut pas tout simplement remercier le gouvernement. Il faut quoi? Il faut changer les régimes. Parce que... Changer le régime maintenant? Effectivement, il faut changer le régime parce que moi, j'ai souvent dit que le problème de messieurs, disons, du régime ici, s'ils sont en train d'échouer pour des raisons. Lesquelles? Première raison, c'est un problème de casting. Okay. Deuxième raison, c'est un problème managérial. Le vrai problème qui fait que le régime ne parvient pas à répondre aux attentes de notre peuple, c'est un problème sérieux, mon cher ami. La manière dont ils ont accédé au pouvoir. Ah, ça colle encore jusqu'aujourd'hui. Mais effectivement, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Nous pouvons aujourd'hui ignorer. Mais tant que nous sommes encore en conflit entre nous et que les choses ne tournent pas, il serait difficile pour que ceux qui gèrent puissent donner des réponses appropriées aux problèmes. Donc le fait qu'il y ait la flambée des prix, c'est parce que le pouvoir était mal parti. Très mal parti. Ok. Et en plus, je vous ai parlé du problème du casting. Le casting. Ça, c'est réel. Et aujourd'hui, si vous observez très bien ce qui nous gère aujourd'hui, vous allez constater que Sama peut avoir de bonnes idées. Sama, ou le ministre de l'économie, comment il s'appelle encore? Jean-Marie. Jean-Marie. Peuvent initier les choses. Par exemple, le problème de Chinchard ici, qu'on avait acheté en Namibie. Mais il y a eu des problèmes. Pourquoi ce problème des Chinchard qu'on avait acheté en Namibie? Et que notre peuple, comment dirais-je, pendant les années de fête, on n'a pas pu manger ces Chinchards. Parce qu'il y a des problèmes. Ce que nous avons entendu, qu'il y a eu des gens, pour ne pas citer les noms ici, qui sont partis là-bas pour renégocier qu'on ne puisse pas amener les Chinchards ici. Donc, c'est qu'il y a des problèmes entre nous qui fait que ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut projeter pour donner des solutions aux problèmes des Congolais, ça ne peut pas aller parce que entre nous, on ne parvient pas à s'entendre. Mais il y aura toujours ça dans la vie. Mais effectivement, pas toujours. On va faire comment à ce moment-là? Écoutez, on n'est pas dans une église, on est dans un État. Il y aura l'opposition, il y aura la majorité, il y a les écolos, il y a les crypto-sceptiques. Donc on ne s'entendra toujours pas. Non, mon cher ami. Donc vous voulez dire que, je prends l'exemple comme en France. Oui. Donc en France, il n'y a pas l'opposition. Si on projette quelque chose, le gouvernement français projette quelque chose pour l'intérêt des Français. Donc l'opposition va aller jouer les jeux
pour que ce qu'on a projeté ne puisse pas réussir. Mais parlons parce ce n'est pas ça. Non, parce que le vrai problème ici, attendez, Christian, donnez-moi une question. Christian, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Je voulais dire ceci. Okay. Ce qui se passe chez nous, c'est différent avec des pays peut-être de vieilles démocraties. Parce que ici, chez nous, nous sommes dans un état de conflit. Okay. Vous comprenez? Et les gens qui sont en conflit cherchent à se jeter des pots de bananes. Et comment faire pour régler ces conflits? Voilà, mais c'est une très bonne question. Je suis toujours en train de dire ceci. Pour que nous puissions résoudre la question qui met ces pays encore dans les enfers, il faut résoudre la question comment accéder au pouvoir. C'est-à-dire la question de la CENI pour accéder au pouvoir. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Très bien. Donc, parce que si le peuple congolais élit quelqu'un et que ceux dont le peuple a donné confiance ne parvient pas à gérer et qu'une autre personne puisse prendre la place pour gérer la République, croyez-moi que M. Christian, rien ne marchera. Rien ne va marcher. Alors, la question que et je il y aura voudrais, toujours des la problèmes. question que je veux Il poser, faut résoudre la question de la CENI. Très bien. C'est ce que nous sommes en train de demander. Très bien. Qu'il faut trouver un consensus ça, on en parlera tout à l'heure. autour de la loi. Je vous interdis de rire autour quand de la quelque part. CENI. Pour Michel, que nous arrêtez. allons aux élections apaisées, crédibles, Michel, apaisées et la transparentes. question que je vous pose, parce que vous dites qu'il faut qu'on s'entende, la question que vous avez posée, l'énoncé que vous avez tout de suite porté, je voudrais vous rappeler, vous dites, en France, les opposants ne font pas les coups bas au pouvoir qui gère, même s'ils sont opposants. C'est ce que vous avez dit. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un seul tweet, un seul communiqué que l'AMOCA a fait pour encourager les forces armées qui se battent à l'est de leur République pour combattre ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang? Un seul tweet, un seul communiqué d'encouragement. Si vous en savez quelque chose. Nous soutenons nos forces armées. Parce que nous savons que il y a des hommes capables qui peuvent terminer la guerre à l'est. Mais il y a un problème. Très bien. La manière dont on a décrété l'état de siège. C'est pas ma question. N'oublions pas. C'est pas ma question, mais vous allez ils sont là pour la paix. Je m'excuse, Christian. Ils sont là. N'oubliez pas Christian. Okay. Que le président Martin Fayulu a posé la question. La République démocratique du Congo fait la guerre avec quel pays? Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons qu'on nous dise avec quel pays que nous sommes en train de faire la guerre. Mais nous le savons. Très bien, que Mamadou Ndala, Moussa Mabé ont parvenu à chasser des groupes armés qui étaient à l'est de la République. C'était quel pays? On s'est battu à ce moment avec quel pays? Mais on a déclenché l'état de guerre, l'état de siège. Or, l'état de siège, on peut que déclencher l'état de siège si vous êtes en guerre avec un autre État. Ah, c'est ce qui dit la Constitution ou vous imaginez? Mais c'est ça, non? Ou c'est la charte de l'AMOCA qui le dit? Mais non, mais c'est ça, non? On est en liberté. Non, on est en démocratie. Non, pas ça. On est en démocratie. Non, Eddy, vous aurez le temps de parler. Non, Michel, terminé comme ça on donne la parole. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Très bien. L'état de siège. On peut décréter l'état de siège si le pays est agressé. Le pays peut être agressé par qui? Par un autre pays qui n'est pas le vôtre. Mais ici, nous le savons que ce qui se passe à l'est de la République du Congo, ce sont des groupes armés qui mettent le pays en mal. Merci beaucoup, et ces groupes armés sont soutenus par d'autres pays qui se dévoilent. Je peux récupérer la parole? Merci beaucoup. Alors, Michel, je rappelle qu'il y a Maître Odier qui est juriste, donc elle est avocate. Et Eddy est avocat, donc les deux peuvent nous dire un peu plus, parce que... Moi, je suis politologue. Ah voilà, donc voilà. Quand vous êtes politologue, on va essayer d'écouter les autres. Alors, Eddy, la même question, on ne va pas s'écarter s'il vous plaît, on reste sur la question. Pourquoi la vie devient chère? Merci, Christian. Le changement d'un leadership s'accompagne de l'examen de la situation. Cet examen doit produire un choc.
ces chocs doivent être analysés froidement. Aujourd'hui, si je prends notre économie, ça fait des décennies que nous ne sommes pas une économie ni de production réglementaire, ni un système de commercialisation qui est réglementé. Nous sommes dans l'informel. Cette économie informelle met au défi les lois qui réglementent les prix. Pourquoi? En 61, nous avons la loi qui réglemente les prix, c'est que vous êtes producteur, vous importez vos biens, ou vous produisez vos biens, vous les amenez dans un dépôt, les ministres en fixent les prix. C'était l'homologation des prix. Nous partons de 61 à 83 avec l'ajustement du FMI sous Kengo. L'on change, l'on doit privilégier la liberté de prix. L'on revoit la loi. Les prix doivent être fixés librement par les commerçants. Et ils doivent communiquer cela au ministère de l'économie pour un contrôle a posteriori. C'est là où on est. La manière dont les prix aujourd'hui sont fixés, sont-ils communiqués pour un contrôle? Non. Non. Tous ces prix que tu vois ici fixés sur le marché ici, allez-y au ministère, on n'en a pas communiqué. Donc ces gens-là sont dans la direction de la loi sur les prix. Ils fixent les prix pour faire un chantage au gouvernement. Mais personne n'est arrêté, personne n'est interpellé. Rien n'est fait à ce moment-là. La consécration donc de l'impunité. Non. D'abord sur l'action du gouvernement. D'accord. Avant d'en arriver aux poursuites, s'il est chez. Lorsqu'on n'a pas communiqué les prix, on tombe dans ce qu'on appelle les infractions économiques, qui sont réprimées lorsqu'il y a un constat qui est fait par un agent de l'économie ou un inspecteur de l'économie, et c'est là on doit transmettre les dossiers au parquet pour arriver à la répression. Le domaine économique, c'est un domaine qui circule à grande vitesse. Aujourd'hui, on peut commettre une infraction économique. Le temps que prend la lourdeur administrative pour que l'autorité de décision en soit saisie, l'impact aura déjà pour disposition, oui. L'impact sera inévitable et évident. C'est dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Personne ici ne peut te dire que non, nous avons des grands producteurs dans notre économie. Tout est importé. À cela s'ajoute la fraude douanière. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez des systèmes de prix bloqués. Un commerçant, il importe, il a la marchandise, mais il ne fait pas vendre. La rétention? Oui. Alors, dans cette situation là-bas, sur le marché, il y a ce qu'on appelle la loi du marché, de l'offre et de la demande. Si on a fait la rétention dans les dépôts, comme on a fait avec les carburants, il y a des fils et des fils devant les stations d'essence. Mais tout le monde vous dit, nous avons des stocks en suffisance pour servir. Mais quand on a bloqué, il y a des fils. La répression ne viendra pas aussitôt. Ça doit attendre. C'est la lourdeur administrative. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que hier, le bidon qui coûtait 10 francs coûte aujourd'hui 15 francs. Le sac de riz qui coûtait par exemple 20 francs coûte aujourd'hui 35 francs. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Oui, je t'explique maintenant. Je t'explique. Oui. Au lieu d'avoir une économie tenue par des vrais producteurs, nous avons dans notre système les parrainages politiques des opérateurs économiques. C'est ce qui fait que quand on veut te faire chanter sur le plan politique, comme on a parrainé tel monsieur, pendant beaucoup de temps, il est devenu votre ami, il joue votre jeu. C'est ça aujourd'hui, c'est un chantage purement politique. Donc, ce qui fait que les grands importateurs, comme on sait qui sont-ils et qu'on peut connaître leurs alliances politiques, donc c'est politique. Mais ils sont parrainés. Pour faire chanter. Mais ils sont parrainés qui ont bénéficié dans ces pays d'exonération. N'est-ce pas, ces gens-là, quand vous leur ravir ces exonérations, quelle est la conséquence? Ils doivent se rendre à l'évidence que non, ici, la réalité est en face, telle que nous devons dépenser. Et quand on veut dépenser, qui peut vouloir dépenser son argent
aisément comme ça. Et, Alors, et surtout quand on est commerçant, je reviens personne. Non, vous voulez terminer? Vous voulez chuter? Je vais chuter. Alors, concluez. Je prends. Ici, l'on estime que pour répondre à une question économique, il faut rentrer dans l'élection, les modes d'accès au pouvoir. Non. J'étais toujours dit que la Mouka, El Foyou et Mozito restent dans la frustration éternelle. Éternelle. Pourquoi? Ils ne peuvent pas se comporter en républicain. Un monsieur qui se rend à la Cour constitutionnelle, il est dégoûté. Il te dira, nous sommes respectueux des textes. Mais que dit la Constitution par rapport à l'évidence? Votre propre requête a été rejetée. Si la Cour a tort ou a raison, vous, en tant que républicain, vous devez garder silence et voir l'avenir. Et non commencer à dire non, comme ça ne va pas. C'est parce qu'on a volé mon élection. Mais si le système est corrompu, il est injuste, on doit baisser la tête, baisser le combat, ou il faut continuer le combat? Le combat se fait au sein des institutions. Mais Étienne Tshisekedi avait fait la même chose, il avait été débouté, enfin, je ne sais pas s'il était allé en justice. Tu sais ce qu'il a payé? Oui. Il a payé quoi? Ouais. Il a payé en 2006. Les gens n'ont pas été enrôlés. En 2011, il a payé quoi? Il n'a pas contrôlé Les témoins et les autres. Mais il a payé quoi? Ouais. Aujourd'hui, si vous voulez vous comporter, ne vous comparez pas à Tshisekedi. Il n'a pas été élu député. Foyou est député. Très bien. Merci beaucoup, Maître Idi. Alors, avant de prendre Madame Odia, M. Charlequin, la même question. Qui sont nos premiers importateurs? En fait, en vrai, qui détiennent les farines, le quota de sucre et tout ça? Qui sont-ils exactement? Et est-ce qu'on peut faire des liens avec la politique avec eux? Est-ce que c'est de la politique tout simplement, comme le dit Maître Idi, ou c'est tout simplement l'insuffisance du gouvernement à répondre à ces questions? Donc, je vous ai dit ici qu'il nous faut des réflexions approfondies pour relever notre économie. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, nous avons une économie qui est portée par les expatriés. Ça, c'est une vérité. Les gens avaient rigolé lorsque Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il avait dit qu'il faut créer des milliardaires. Les gens avaient rigolé. Des millionnaires. Des milliardaires. Ah, il avait dit des milliardaires? C'est qu'il avait parlé des milliardaires. Ah, d'accord. Parce que, à travers le monde, dans beaucoup de pays du monde, si vous examinez comment fonctionnent les économies de ces pays-là, que ce soit ici en Afrique, au Nigeria et autres, il y a des domaines où l'État ne permet pas aux étrangers d'investir là-bas. Par exemple, les produits de première nécessité. L'État ne permet pas à ce que ces produits-là, ces secteurs-là, soient entre les mains des étrangers. Mais ici, comme on n'a pas jusque-là des hommes d'affaires qui peuvent prendre en charge, notamment ce secteur-là, ça pose énormément de problèmes. Je vous ai donné ici les causes de l'inflation. Je vous ai donné ces causes-là. Je n'aimerais pas revenir là-dessus. Mais nous devons savoir que, parce que la question a été notamment évoquée par Maître Arlette Odia ici, lorsqu'elle dit que le gouvernement, ses nouveaux leaderships, n'a pas fourni beaucoup d'efforts et qu'il faut remercier le Premier ministre qui a échoué. Mais moi, je peux démontrer sur ce plateau que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts et le régime Tshisekedi a fourni beaucoup d'efforts. Ben, est-ce qu'on les sent? Tshisekedi arrive au pouvoir le 24 janvier 2019. Très bien. Il trouve un budget déjà voté par le gouvernement Tchibala, 4 milliards de dollars. Il nomme le Premier ministre, tractation politique oblige, au mois de mai. C'est en septembre que le gouvernement Ilou Kamba est investi au Parlement. Nous sommes au mois de septembre 2019. Tshisekedi demande à Ilou Kamba de revoir le budget à la hausse, qui est de 4 milliards, mais plutôt 10 milliards. Ça, c'était pour 2020. En mars 2020, il y a la pandémie
coronavirus qui déstabilise toutes les économies du monde. À part la Chine, qui n'est pas entrée en récession, toutes les économies du monde étaient par terre. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui a fait des miracles. Il n'y en a pas. À part la Chine, bien entendu. Les États-Unis, et vous savez que Donald Trump en a payé les frais, un peu partout. Une économie comme la nôtre, qui dépend, qui est portée par le secteur extractif, une économie exsangue comme la nôtre, qui à l'époque, à ce moment-là, ne bénéficiait, n'importait pas et n'exportait pas. Personne ne pouvait créer les miracles. Fayoulou, Katumbi ou je ne sais qui, il ne pouvait rien faire. Mais regardez ce qui se passe en 2021. Ilunga Kamba arrive le 14 février 2021. Il est nommé par Tshisekedi comme Premier ministre en remplacement de Sama Lukonde, pardon, en remplacement de Ilunga Kamba. Et pour la première fois depuis 1960, la République démocratique du Congo mobilise 7 milliards de dollars. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire économique de ce pays. 7 milliards, vous dites? 7 milliards de dollars. Donc, oui. Le gouvernement Sama Lukonde a atteint les assignations budgétaires et les a dépassées. Ça n'a jamais été le cas. Dans l'histoire économique de ce pays, ça n'a jamais été le cas. Donc, la seule année où Tshisekedi était libre de travailler, sans se voir bloqué par un ministre, il nomme un mandataire, et c'est un ministre de portefeuille qui bloque ça, sans voir un ministre de l'économie qui pouvait signer des dérogations, des exonérations dérogatoires, et qui a fait perdre à la République plus de 4 milliards de dollars. Ça, c'est avec Sélé Yarabouli. Mais Tshisekedi arrive, il met fin à toutes ces dérogations fantaisistes, où les expatriés et beaucoup d'hommes d'affaires, même des hommes politiques, pouvaient facilement faire des compensations. Mais c'était quoi les répercussions, finalement? Vous faites 7 milliards, la répercussion, c'est quoi? Très bien. La répercussion aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a augmentation notamment des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, les militaires, les policiers ont vu leurs salaires augmenter. Aujourd'hui, les enseignants ont vu leurs salaires. Ça, ce sont des faits. Ça, ce sont des faits. Est-ce que vous nous donnez aujourd'hui? Mais bien sûr que oui. Christian Bossembe, s'il y a quelqu'un qui a des chiffres contraires sur le plateau, il peut les brandir. Mais aujourd'hui, les conséquences sont là. Est-ce que pour un gouvernement de ces types-là, c'est celle-là qu'on veut demander à ce qu'il puisse démissionner? Je ne comprends absolument rien. Donc, c'est pour dire ici que le gouvernement Tshisekedi a fait beaucoup d'efforts, mais nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir. Parce que Tshisekedi étant, il a démontré à la face du monde que c'était un homme sincère. Il ne pouvait pas se cacher derrière les doigts lorsqu'il constate que la coordination, par exemple, de certains projets n'était pas bien assurée, bien qu'aujourd'hui, nous voyons ces projets-là, notamment Tchilégiens et autres, en train d'avancer. Donc, il l'a épinglé au cours des conseils des ministres et c'est les responsables qui devraient mettre en application, en exécution. Et pour terminer avec cela, on avait compris l'interpellation du chef de l'État. Alors, j'attends ici mon frère Mangala, dit Michel Mangala, pour résoudre le problème de la RDC, il faut d'abord regarder l'enseignant, donc il faut un tour de table, donc il faut appeler Fayoulou. C'est peut-être Fayoulou qui a la solution pour sortir la République de la crise, des situations, de la flambée des prix. Il faut absolument, si Fayoulou est là, allez, directement, le pain cesse d'être à 300 francs. Parce que selon Michel, il a la légitimité. C'est lui qui a la légitimité. Écoutez, le problème, s'il vous plaît, je suis en train de vous paraphraser. Vous aurez la parole pour... Vous aurez la parole pour... Il ne faut pas dénaturer ce que je n'ai pas dit. Michel, allez-y. Christian Bossembe, c'est quand même ridicule de voir ce type de propositions sur ces plateaux. Parce que même dans des pays autocratiques, où il y a la dictature, la Chine n'est pas vraiment une démocratie. Moi, pas du tout. Enlève vraiment. Il faut dire qu'elle n'est pas une démocratie. La Chine n'est pas une démocratie, bien sûr. Mais la Chine a une économie stable. Le Rwanda, aujourd'hui considéré comme le Singapour d'Afrique, mais c'est un régime sanguinaire qu'il y a au Rwanda.
Bah, c'est ça, un c'est vous qui régime. dites, hein. Non, Moi, mais je c'était. considère Non, mais ça comme un écoutez. régime sanguinaire. Non, écoutez. Un régime sanguinaire, c'est un régime qui tue son propre peuple. Je sais que peut-être vous avez peut-être un peu de retenue vis-à-vis de la démocratie. Je connais ce que vous avez compensé sur la démocratie. Mais le Rwanda n'est pas une démocratie, Très cher bien, ami. on est bien Donc, d'accord. On va donner la cela parole à veut dire Madame Odia. que le respect des libertés fondamentales, le respect des droits fondamentaux des gens, ce n'est pas ça la condition. Rebondissez, Madame pour Odia. avoir une économie prospère. Très bien, C'est Madame, faux. Madame Odia, rebondissez. Après, on prendra le troisième sujet, le deuxième sujet qui nous attend. Mais je préfère avec vous encore. Donc, vous allez continuer. Une fois que vous terminez à rebondir sur ça, vous recommencez et avec vous le tour de table sur la question de l'état des sièges. Pouvons-nous encore parler de cet état des sièges que beaucoup qualifient de mouton noir, des raisons d'épouvantail, et ainsi de suite? Que pensez-vous? Merci beaucoup, Christian. Je vais un peu rebondir. Allez-y, madame. J'aime bien rappeler sur les plateaux et à qui fait longtemps que j'ai commencé la politique en 1900, je vais parler de 2018. J'étais dans un parti politique et j'avais souverainement décidé de me retirer parce que j'étais convaincue à plus de 50% que la tangente qu'avait pris le régime en place aujourd'hui n'amènerait pas la solution au problème des Congolais. Au moment où je le disais, beaucoup me prenaient pour une folle. Et qu'est-ce que j'ai fait après ce retrait? Je suis entrée dans l'étude et dans l'analyse des faits politiques congolais. Dans cette vie-là, j'ai dû rencontrer cet ouvrage. Je te l'ai déjà montré. Non, pas encore. Tshisekedi disait, et je voudrais que les gens aient l'habitude de le lire. Qui a écrit le livre? Je peux le voir, s'il vous plaît? Je vais te le donner, sinon je risque de perdre les pages. Hein. Allez-y, madame. Voilà, c'est pour répondre à M. Charles-Quint Kankou, qui dit que le gouvernement a conjugué beaucoup d'efforts. Parmi les exemples qu'il cite, il parle du budget qui est parti des 4 millions à 10 milliards et des 4 milliards à 10 milliards. Il parle de la mobilisation de fonds et du dépassement des assignations budgétaires. Il parle de comment le gouvernement, le président avait été plusieurs fois bloqué, mais qu'en dépit de ça, les efforts ont été fournis. Mais quels efforts? Mais c'est des chiffres qu'il donne et des faits. Je vois, oui, je vois. Et je lui réponds que là, il est dans les chiffres et puis dans les lettres. Les Congolais veulent voir les changements de manière concrète et pragmatique. C'est ainsi qu'Étienne Tshisekedi disait, par exemple, à quoi sert un gouvernement si ce n'est justement pour améliorer le bien-être de la population? S'il n'y arrive pas, il a donc échoué et il doit démissionner. Est-ce que toutes ces réalisations que vous citez ont-elles changé les sociales des Congolais? C'est ça. C'est à ces questions-là que les gouvernements et tous ceux qui parlent en son nom devraient répondre. Madame, il dit encore. Est-ce que vous ne mélangez, vous allez continuer, oui. Mais est-ce que vous ne mélangez pas les choses, par exemple, lorsque vous dites qu'il faut d'abord que le gouvernement fasse des choses et puis après il faut qu'on voit ça sur terrain. Est-ce que ce n'est pas un cheminement finalement? Il faut d'abord commencer par réaliser des choses, puis entamer des réformes pour que la population vive. Mais quelles sont ces réformes? Quelles sont ces réformes qui ont été... Non. Il faut d'abord vous parlez des deux choses. Non, madame. Je suis d'accord avec question de réforme, mais les gouvernements Sama Lukonde n'a fait aucune réforme parce que les réformes, elles sont légales, elles sont couchées dans les lois. Et jusque-là, ils sont... Vous avez suivi lors de la dernière rentrée parlementaire, quand les députés constataient avec regret qu'il y a plus des propositions de loi que de projets de loi. Et lorsque dans un pays, c'est plus des propositions de loi, ça veut dire les œuvres des députés plutôt que les œuvres des membres du gouvernement, ces gouvernements-là ne fonctionnent pas. Ça, c'est l'Assemblée nationale qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Un gouvernement qui est à l'œuvre est supposé chaque fois relever les failles dans la gouvernance et faire à cet effet des projets de loi pour améliorer les conditions sociales de sa population. Mais c'est ce qui n'est pas le cas. Très bien. C'est ainsi que moi je comprends le raisonnement de M. Miché quand il parle dans le mode d'accession de pouvoir. Je le comprends pourquoi? Parce qu'il est dans le long terme. Ça ne m'étonne pas que vous le compreniez. Oui, écoutez-moi. Ouais. Je le comprends parce qu'il est dans le long terme. Et ce qu'il dit corrobore avec notamment ce qu'a dit M. Eddy et M. Charles-Quint Kankou lorsqu'ils évoquent le fait que nous avons une économie extravertie. Nous consommons, c'est qu'on n'importe pas. Ça veut dire que nous,
Nous consommons ce que nous importons et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Voilà. Un peu ça. C'est ça, nous coûte cher. Très bien. Ça nous coûte cher. Il vous dit qu'il y a des prix qui ne sont pas communiqués, que ça ferait donc une infraction. Il y a des rétentions de marchandises, il y a des fraudes douanières. Est-ce qu'on peut encore parler de ça à 4 ans d'une législature? Ils vous disent qu'il y a, dans certains cas, des ministres qui sont embêtés par d'autres. Mais ce n'est pas l'opposition qui dérange les membres du gouvernement à réaliser leurs projets ou leurs promesses. Ce sont les membres de la majorité et entre eux, ils sont en train de se faire des coups bas. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir le camp de l'autre rayonner. C'est en cela qu'on vous dit qu'il n'est pas correct que l'accession au pouvoir ne soit pas de manière classique, parce que ça entraîne notamment ce que nous vivons ici. Quelquefois, ce sont les gens du DPS qui combattent ceux des Bahati, les gens des Bahati qui combattraient ceux des Katumbi, les gens de Katumbi qui combattraient vice-versa les uns les autres. La conséquence, c'est le peuple qui est en train d'en payer les prix. On a vu ça à l'époque de Kabila où les PPRD se battaient entre eux. Les clans de tel contre le clan de tel, on l'a vu. On a vu à l'époque de Gizenga, le clan de tel et le clan de tel. Il y a une nuance entre se battre pour avoir des postes et se battre pour empêcher à l'autre de réaliser ce qu'il devrait faire. C'est ça le problème. Dans quel cas on se trouve à aujourd'hui? l'époque, dans les cas dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que l'on dérange les ministres chacun dans ses secteurs pour que ces secteurs ne puissent pas rayonner. Autrefois, c'était des combats de positionnement au sein des familles politiques. C'est ça la nuance. Alors, aborder la question de l'état des sièges, madame. Est-ce que vous partagez le point de vue de ceux qui pensent que l'état des sièges a échoué, ça étouffe la liberté, ça étouffe la démocratie? C'est une raison. J'ai même entendu Martin Fayulu, parce qu'il faut le citer. Il a même dit que c'était ce qu'il disait d'ailleurs, le terme en lingala, je veux dire, Bazoko Sabino, Bazo Lingabate Kamboka Kuna. Alors, on utilise ça comme une raison, mais en réalité, c'est un traquenard. Moi, en tant que président d'une structure de la société civile qui n'est pas dans l'un parti politique quelconque, je récolte ce que disent les citoyens regroupés soit dans les structures politiques, soit dans les associations de la société civile, pour que je comprenne le raisonnement de la population dans la grande majorité. À l'est du pays, la société civile est en train d'évoquer le fait que l'état de siège ne produit pas des résultats. C'est à la télé qu'on apprend que X, responsable des rebelles, a été capturé, a été tué. Mais en fait, les Congolais continuent à payer le frais. Est-ce que dans ces conditions-là, on ne peut pas comprendre ceux qui disent que l'état de siège a échoué? Madame, est-ce que l'état de siège veut dire état de paix? Au sens de ceux qui l'ont décrété. Quand le président de la République décrétait l'état de siège, c'est lui qui avait dit que c'était la formule magique, celle-là qui n'avait pas été réalisée depuis l'histoire du Congo et que ça apporterait forcément les solutions aux problèmes, mais il n'a pas donné le temps, madame. Congo. Il n'a pas dit que ça allait faire dans 2 mois ou dans 6 mois. Et c'est ça même le problème. Parce que quand la Constitution de la République chronomètre, n'est-ce pas, cet état de siège, c'est pour des raisons efficientes. Je vous l'ai dit. Il a chronométré la Constitution. Mais quand vous dites qu'à chaque fois, il faut le renouveler, c'est le temps. Je n'ai pas dit chronométrer. Ah, d'accord. À mon sens, c'est qu'il y a l'observance d'une durée qu'il faut à chaque fois renouveler. Moi, je pensais que c'était pour l'état des sièges lui-même. Non, qu'il faut à chaque fois renouveler. Allez, madame. Tout cela pourquoi? Une fois j'ai été reçu par vous, je vous ai dit que l'état de siège, c'était une circonstance qui devait être mise en place pour permettre aux gouvernants de comprendre les vrais problèmes sécuritaires, lever cet état de siège et commencer à travailler sur les failles qui ont été relevées. Parce que l'autorité doit comprendre qu'est-ce qui se passe réellement à l'Est. Le président Tshisekedi venait fraîchement de l'opposition. Il y a des questions qui, naturellement, il ne pouvait pas les maîtriser n'étant pas au pouvoir. Et qu'arrivé au pouvoir, l'état de siège devrait lui permettre à comprendre la question sécuritaire à l'est du pays. Ensuite, lever l'état de siège et commencer à travailler sur ces failles-là qui ont été
relevés, ou bien sur ces recueils d'informations, la collecte d'informations qui a été faite et apporter la solution. C'est eux-mêmes, ceux du gouvernement, qui soutiennent l'état de siège, qui ont mis dans la tête des Congolais que c'était l'état de paix. Ne l'ayons pas fait comme il se doit. Maintenant, là, il n'apporte pas la solution au problème sécuritaire. Et vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, madame? C'est quoi vos propositions? Mais moi, j'ai toujours proposé que ce sont des mesures qui ne devraient pas être politisées. Pourquoi je considère que l'état de siège, à ce jour, il est politisé? C'est lorsque les autorités prennent une mesure quelconque, au lieu de l'expérimenter, tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire Kabila n'avait jamais fait cela, Mobutu n'avait jamais fait cela. À partir de ce moment-là, ça devient une mesure politisée. Alors, et tous les autres partis politiques qui ne sont pas associés, tous les autres groupements sociopolitiques qui ne sont pas associés risquent de combattre, et ils sont en train de combattre l'état de siège. Madame Odia, est-ce que vous répondez à la rue ou vous répondez aux officiels? Est-ce que vous avez déjà entendu ce langage venant d'un membre du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, à dire par exemple que Kabila n'a jamais fait, se les citer nommément, Kabila ne l'a jamais fait, et c'est nous qui le faisons? Nous chaque jour sur les médias, les membres du gouvernement. Dire ça? Lesquels pouvez-vous me citer un seul? Mais je suis en train de citer tous les membres du gouvernement qui ont été reçus sur un média pour chacun faire le bilan. C'est que lui croit être les réalisations du gouvernement Sama Lukonde ou les réalisations du président Félix Tshisekedi. Notamment, c'est celui de dire que l'état de siège n'avait jamais été décrété sous Kabila, sous Mobutu. Et j'en passe. À partir de ce moment-là, c'est s'approprier quelque chose pour laquelle on n'a même pas encore récolté des victoires. Okay. On ouvre des fronts inutilement. Très bien. Maître Edi, la question de l'état des sièges. Est-ce que Charles Quint, vous avez déjà parlé de la question de l'état des sièges? Ah d'accord. Maître Edi et puis Monsieur Miché, on va terminer avec Charles Quint. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler d'autres choses parce qu'il ne nous reste plus que 13 minutes pour terminer cette émission. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci de la parole nous accorder. En ce moment, c'est crucial de dire ce que dit la loi et la pratique constitutionnelle. Vous savez, lorsque vous posez la question au confrère Odia de parler sur l'état de siège, elle commence par dire qu'elle vient d'un parti politique et qu'elle est dans la société civile et qu'aujourd'hui, elle récolte les données de ses partenaires de la société civile pour justifier l'état de siège. À l'est de ce pays, depuis des décennies, le gros du budget de ce pays est affecté pour l'effort de guerre à l'est. Est-ce qu'elle peut compter le nombre d'ONG qu'il y a à l'est? C'est pour en faire quoi? Pendant combien de temps? Quand on parle de République, vraiment il ne faut pas être dans la personnalisation pour dire nous sommes les meilleurs, nous pouvons bien faire et non les autres. Lorsque quelqu'un vous dit, depuis que ce pays a existé, ou pendant des décennies, l'Est est en quête de la paix. Donc, on doit appliquer une théorie qui n'a jamais été appliquée dans ce pays. Est-ce que cela peut fâcher un citoyen? Je ne pense pas. Est-ce que ça peut... En quoi cela peut te faire énerver pour dire non? Quand quelqu'un revendique d'avoir osé en tel domaine, cela peut vous faire fâcher à ce point? Non. Amenons la chose en foudre froideur et puis trouvons les failles s'il y en a et trouvons la paix. L'important à l'Est, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que est programmé l'état de siège. L'important à l'Est, c'est la paix. Nous voulons que les Congolais qui vivent à l'Est vivent dans la paix. Et la paix, la vraie paix. Aujourd'hui, l'état de siège n'a pas échoué. Si Maître Odia peut prendre en considération les récits des sociétés civiles, que moi j'appelle sociétés politiques civiles, en considération au détriment de ce qui est officiel. Parce que Maître Odia est dans la ville ici, elle circule en toute liberté et en paix, parce qu'il y a des hommes qui sont sous les drapeaux. Ces hommes sont sous les drapeaux à l'Est, ils se battent contre l'ennemi. Vous faites des déclarations ici pour dire non, telle société civile nous a parlé. Il vous a dit quoi? Que disent les militaires qui sont à l'Est? Par moment, quand on parle de République, quand on parle de République, il faut être sérieux. L'état de siège
c'était une formule constitutionnelle prévue aux articles 85 et 144 pour trouver la paix lorsque même les fonctionnements réguliers des institutions interrompus, on peut décréter l'état de siège. À l'est du pays, nos compatriotes vivent dans la guerre qui ne dit pas son nom. Il y a des morts chaque jour. Les minéraux Michel vous a posé la question, quel est le pays qui vous agresse? Pour M. Michel, c'est quel pays qui vous agresse? Et donc pour ça, vous ne pouvez pas parler d'état de siège. Non, non, écoutez, je ne peux pas suivre les gens qui n'aiment pas la Constitution. La Constitution dit, l'article 85, pour dire qu'il y a état de siège, il faut qu'on soit agressé par un pays étranger, qu'il y ait interruption des fonctionnements des institutions, qui crée une situation de crise. Mais à l'Est, mon cher ami, il y a état de crise. Alors, parce que la paix est menacée à l'Est, parce que les institutions ne sont pas en ordre de bien fonctionner, parce que les compatriotes meurent chaque jour, pour trouver une solution, il fallait envoyer les hommes qui sont sous le drapeau. On n'enverrait pas à l'Est les gens de la Mouga ni pour faire la paix. À l'Est, Très bien. c'est un civil. Merci beaucoup. On va terminer. Oui, concluez s'il vous plaît. Lorsqu'on vous dit que il nous reste plus les que 9 chefs du minutes. gouvernement proviendraient, selon les PPRD et Mme Odia, qui seraient dans l'opposition, pour dire non. Elle est société civile, elle n'est pas dans l'opposition, sauf si elle nous dit qu'elle est dans Pas l'opposition. le PPRD. Ah, d'accord. Non, je dis, elle vous dit que il est société civile, Oui. mais affilié. PPRD. J'ai dit Non, ça non, elle n'a quand? pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Non. Non, non. C'est vous qui avez compris ça comme ça. Non. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit qu'elle est affiliée au PPRD. Aujourd'hui, hein, la société civile. Il y a moi, je dis qu'elle est affiliée à ce temps-là. Ah, Elle ok. connaît bien les détails. À la question posée. Mais parce que je suis en train d'étudier, je lis les livres que vous n'avez pas. Mais tu sais que. Et alors Je lis Non, tous mais les attends. livres des acteurs politiques. Vous ne les faites pas Madame, et vous dites tu que n'as les gens jamais sont lu. affiliés. Tu n'as jamais lu. Moi, je peux te dire, j'ai lu l'histoire de ce pays. Partant du livre de le professeur Ndaïwel. Il faut lire l'histoire du pays pour connaître et parler politique. Non, vous n'en donnez pas l'air. alors. Ah bon? Mais si dans le pas l'air, alors on débat sur le même niveau. Oh, très bien. Alors, on continue. On continue. Alors, maître, Il a monsieur. fini. Oui, il a fini. Allez, vous avez la parole. Vous avez la parole pour 4 minutes et puis les 4 autres minutes, ça sera monsieur Charles Quint. État des sièges, échec ou réussite? Mais c'est Christian, nous devons partir d'une réflexion pour savoir quand Mamadou Ndala, Mbouza Mabé avons chassé tout le groupe rebelle qui était là à l'Est. Est-ce qu'on avait décrété l'état de siège? C'est une question fondamentale. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Maître Eddy, vous n'avez pas la parole. Allez-y, Il allez-y. est mort S'il vous dans plaît. l'enlèvement Kamina. Est-ce que l'état de siège était vraiment une nécessité? Moi, je dirais non. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez le maman de l'Est qui dit que l'état de siège a échoué. Ça, ce n'est pas Michel Mangala qui dit. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous, monsieur Michel? Mais c'est Christian. Oui. Le problème dans ce pays est connu. Ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo est connu. Ce qui nous agresse, ils sont connus. Nous connaissons les problèmes. Mais nous avons un problème. Le vrai problème, nous le savons que nous n'avons pas la force, l'outil approprié pour faire face à ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que ce pays est sous l'embargo d'Achada. S'il vous plaît. Faux. Comment tu peux dire faux? Faux. Peut-être que tu n'as pas l'information Non, de vérifier. Faux. Mais il ne faut pas dire des Maître choses comme Eddy, ça. laissez-le. Allez vérifier, monsieur. C'est pas comme Nous ça. payons les armes chaque jour. Maître Eddy, Oh là laissez-le là. parler. Vous aurez le temps de parole, Oh là là. vous allez conclure. Oh là Monsieur là. Michel, la question c'est de savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour finir la guerre? J'arrive. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord, allez-y.
il faut négocier pour qu'on enlève l'État, cet embargo, pour que nous puissions avoir le ficelle approprié, l'arme appropriée. Nous avons des hommes et des femmes capables qui peuvent faire face à ce qui s'est passé. Alors, quand on aura l'arme appropriée, oui, quand on aura l'arme appropriée, des groupes armés, quand on aura la République démocratique du Congo. Dans votre logique, quand on aura l'arme appropriée, ça sera contre quel pays qu'on se battra? Mais écoutez, la question a été posée pour savoir nous combattons avec quel pays. Or, nous le savons très bien, ceux qui nous agressent, ce sont des groupes d'armées, des groupes armés qui sont là et que le Rwanda crée tous ces groupes-là pour faire du mal à la République. Okay. Alors, pour chasser ces gens-là, il faut avoir le ficelle approprié. Okay. Il faut avoir l'outil approprié. Vous comprenez? Aujourd'hui, Monsieur Christian, la question de l'Est est complexe. Si nous partons avec toutes ces questions de récession, braquage, comment on appelle ça encore? Quoi, vous cherchez quoi? Mixage, le brassage, le mixage. Brassage, ainsi de suite. C'est pour quel but? C'est pour que les gens, que les Rwandais, les Ougandais, formant tous ces groupes armés, que ces gens-là intègrent notre armée. Est-ce que c'est ça l'option du gouvernement? Non, ce n'est pas question de l'option. C'est la question pour donner des solutions durables et appropriées à l'Est de la République démocratique du Congo, parce que nos frères ont besoin de la paix. Alors vous dites qu'il faut d'abord commencer par lever de l'embargo, quoi d'autre? Mais c'est ça, laisse-moi un peu le temps pour réfléchir. Non, parce que... Okay. Laissez-moi le temps pour réfléchir. Il ne faut pas aller dans tout ça. Non, parce que... Bon, parce que on a fini... Je termine par là. On avait besoin de savoir les pistes et des solutions. Oui, comment on fait? Oui, effectivement, je suis en train de donner des pistes et des solutions. Nous avons dans notre armée des hommes suspects qui sont encore suspects. Des infiltrés. Effectivement, des infiltrés, mais moi je les appelle des hommes suspects. Okay. Il faut essayer de... comment on appelle ça? Tamiser. D'accord. Tamiser aussi notre armée. Savoir qui est qui dans notre armée. Très bien. Alors, si vous observez tous ces faits, vous allez voir que le gouvernement qui devait donner des solutions à toutes ces questions, mais le gouvernement en place se comporte de la même manière que le gouvernement passé. Très bien, Monsieur Miché. Passé. Nous terminons cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Miché. Nous avons terminé cette émission, mais alors, Charles Quint, vous avez, au lieu de 4 minutes, vous aurez 3 minutes, s'il vous plaît. Oui, pour terminer cette question de l'état des sièges. Non, comment ça? C'est moi qui compte ici. Oui, j'ai plus que 2 minutes, c'est pourquoi j'ai mis à 3 minutes au moins. Alors, Charles Quint, c'est quoi la piste des solutions? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord que l'état des sièges a échoué? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour redonner la paix aux Congolais qui souffrent depuis 22 ans? 24 ans, je pense. Je pense que la question de l'état des sièges, si on veut l'aborder afin de nous interroger sur les conséquences et finalement les résultats de cet état de siège, il faut d'abord que l'on sache pourquoi l'état de siège a été décrété. L'état de siège, décrété dans un contexte de flottement politique, n'avait pas pour mission de mettre définitivement fin à l'insécurité dans cette partie. Non mais, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Laissez-le, Miché, laissez-le. C'était pour maîtriser la violence qui a fait que l'État soit celui qui reste détenteur, qui a le monopole de la violence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'état de siège n'était pas décrété, à moins que sur ce plateau, qu'il y ait quelqu'un qui va me donner la liste des objectifs poursuivis par l'état de siège.
Mais depuis que cet état de siège a été décrété, mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons être sérieux et dire que l'activisme des groupes armés au Nord Kivu, à Beni et dans toute cette partie de la République-là, l'activisme est resté le même? Est-ce qu'aujourd'hui, les ADF qui sévissaient, qui tuaient des gens dans cette partie de la République, est-ce qu'on a le même nombre de morts que celles qu'on a enregistrées avant que l'état de siège soit décrété? Mais non! Mais nous ne voulons pas que le fiscal congolais. S'il vous plaît. Mais, quand même, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Monsieur Michel, laissez-le terminer. On va terminer avec vous, monsieur Kankou. L'état des sièges a permis à ce qu'il y ait réduction, diminution des nombres de cas de morts tels qu'on ne l'avait pas enregistré avant que l'état de siège soit décrété. Il y a beaucoup d'axes routiers qui étaient bloqués, notamment par les groupes armés et les ADF, qui ont été libérés par l'armée grâce à cet état de siège. Il y a beaucoup de collabos qui excellaient, qui versaient dans le trafic des minéraux, qui ont été arrêtés. Il y a beaucoup de militaires, notamment, qui collaboraient avec les ADF, qui ont été arrêtés, mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, la fréquence des violences telle qu'enregistrée avant l'état de siège et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup. Non, mais c'est bon. Terminez alors, concluez. Très bien, concluez. S'il vous plaît, concluez. Donc, concluez. Et moi, je sais que la question de l'insécurité dans cette partie de la République doit notamment passer par l'augmentation du budget de la défense, la professionnalisation de notre armée, l'acquisition des armes, des drones, parce qu'il s'agit du terrorisme. Et qui dit terrorisme, j'ai suivi beaucoup de gens décrier le fait qu'il y a eu mutualisation des forces entre les FARDC et l'UPDF, mais regardez ce qui se passe dans les Sahel. Regardez comment, lorsqu'il est question de combattre les Ansardines, les Boko Haram, vous voyez tous ces pays-là se réunir parce que le terrorisme qui se vit dans cette partie de la République, vous avez suivi comment l'État islamique a revendiqué les déflagrations des bombes et les attentats que nous avons enregistrés dans cette partie de la République. Merci. Donc, l'État congolais aujourd'hui, qui est en train de faire des efforts, qui a une volonté ferme et laquelle volonté a permis à ce que nous puissions avoir les résultats que nous avons aujourd'hui, la réduction du nombre de morts. Cet État-là doit faire à ce que les budgets de la défense soient augmentés. Merci beaucoup, monsieur Charles Kankou. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un grand honneur pour moi de vous présenter cette émission. Je commence le tout dernier tour de table, mais seulement pour le mot de la fin. Madame Arlette, le mot de la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et de l'attention de ceux qui nous ont suivis. Et pour moi, la situation du pays, elle est catastrophique. Je suis en train de penser, comme de nombreux Congolais, que l'effort n'est pas suffisamment fourni par des dirigeants pour améliorer la situation aussi bien sociale, sécuritaire, économique et j'en passe. Nous sommes en train de reculer au regret et à la déception des Congolais qui avaient placé leur confiance en nos dirigeants. Et la solution, c'est tout simplement que l'État fonctionne normalement. Et pour moi, l'État fonctionner normalement, c'est que les pouvoirs doivent laisser l'opposition jouer son rôle, la société jouer son rôle, elle également, la majorité union sacrée, correctement jouer son rôle pour l'intérêt de la nation. Maître Guy, mot de la fin, en moins d'une minute en tout cas. Mot de la fin pour ma part, j'estime que le peuple congolais doit se mobiliser pour soutenir le gouvernement, surtout pour la quête de la paix à l'Est, pour encourager les hommes en éléphant qui ont donné de leur vie sous le drapeau pour la paix. Et merci. Aussi, je dirais aussi que pour tous ceux qui veulent servir la République, servons-la dans la sincérité et non dans la face voilée, société civile et politique, pour faire des communiqués comme on les fait à l'Est, pour décourager les gens en armes
Ici, à Kinshasa, par téléphone. On termine avec, non, avec Charles Quint, mais M. Miché, un mot de la fin. Oui, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Merci. Et, vous en aurez de temps en temps, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Je voulais dire à mon frère Kankou, nos frères de l'Est ont besoin de la paix. Ils n'ont pas besoin de tout ce que vous avez dit. Parce que s'ils couvrent la paix, les voix, ils vont circuler librement, ils vont faire tous leurs mouvements. Et ce qui nous importe, c'est la paix à l'Est de notre République. Merci beaucoup, M. Miché. M. Kankou, on termine avec vous. Bon, je pense que le pays est en train d'avancer. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement décrétée a permis à ce que 5 millions d'enfants puissent retrouver les chemins de l'école. Donc, les ménages qui supportaient les études de leurs enfants à plus d'1,3 milliard aujourd'hui sont à l'aise. Les gens envoient leurs enfants parce que Tshisekedi avait décidé d'investir dans l'homme. Il a investi dans l'homme. Je pense que le pays est en train d'avancer sur ce que nous connaissons aujourd'hui en termes de mobilisation des recettes, en termes d'amélioration des salaires des agents de l'État, des fonctionnaires de l'État, des enseignants, des enseignants mécanisés, les policiers qui bénéficient des salaires. Aujourd'hui, regardez dans les entreprises publiques qui connaissaient beaucoup de mois d'impaiement, il n'y a que à l'ONATRA et dans toutes les autres entreprises, les gens sont en train d'être payés. Ça veut dire que le pays est dans des bonnes mains, il y a des bonnes perspectives à ce que ce pays puisse se redresser. En ce qui concerne la situation de l'Est, il y a beaucoup d'axes routiers qui hier étaient, connaissaient beaucoup de coupeurs de route. Il n'y en a pas aujourd'hui. Merci, M. Kankou. Béni, c'est aujourd'hui libre. Béni, Bunagana, il y a beaucoup d'axes comme ça qui ont été libérés, notamment grâce à l'état des sièges. Merci. Mesdames et messieurs, retenez aussi que certains villages comme Lipri, Kipri, Djogo et bien d'autres ont été finalement libérés et le M23 est prêt à les renégocier avec le gouvernement. L'axe, parce que avec Codeco a 3 branches. Il y a la branche sous la montagne, au milieu de la montagne et haut de la montagne. La branche sous la montagne a déposé les armes et la branche sous la montagne, sur la montagne demande encore beaucoup plus pour elle aussi regagner ou rejoindre la paix. Merci d'avoir été nombreux, merci de nous avoir suivis. Maître Eli Kantabilinga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Arlette, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, toujours ou Matete? Gombe aussi. Monsieur Miché Mangala, cadre de l'AMUCA. Maître Arlette, c'est plutôt la société civile. Et puis Charles Quint Kankou, mon confrère, le seul journaliste sur le plateau de Amen TV, mais il parlait... Secrétaire général des GSR Congo, groupe des serviteurs de la République démocratique. Oh, quel honneur. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.